Voilà, bon Alexandre, bienvenue sur le podcast d'abord. Bonjour Jérôme et merci. Et je t'en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter rapidement, s'il te plaît, pour les auditeurs? Pas de problème. Ouais, moi mon nom c'est Alexandre. Je suis à la base diplômé de kinésithérapie. Donc j'ai commencé par le diplôme de kiné que j'ai eu à Nantes et ensuite je me suis tout de suite orienté vers une formation d'ostéo, tout en travaillant en tant que kiné. Donc dès la sortie d'ailleurs de mes études de kiné pour essayer de pallier les manques de la formation kiné, enfin selon moi, ce qui me manquait en tout cas pour exercer correctement mon métier. Donc j'ai fini ma formation ostéopathe donc de 5 ans à Bordeaux. Euh, Autrement, je suis sportif dans la vie de tous les jours. C'est une des choses qui me prend le plus de temps, on va dire. Et j'ai toujours été, de par le sport, intéressé par la santé, le sport, la performance depuis petit. On va dire que cet ensemble entre les formations, les études que j'ai suivies, plus que j'ai pu pratiquer dans le quotidien, plus ce que j'essaie d'apprendre moi dans mon temps libre, fait que en fait j'ai réussi à travailler vraiment dans un domaine qui m'intéresse tout particulièrement, puisque ça permet de lier toutes les informations et les connaissances les unes avec les autres. Et donc c'est maintenant ce que je fais de plus en plus depuis plusieurs années, notamment grâce à un site internet et une chaîne YouTube pour essayer de partager ce que je ne peux pas faire avec les patients en cabinet, que ce soit en kiné ou en ostéo. Bon, ça démarre fort, j'ai un tas de questions qui me sont venues d'un coup en tête. Alors déjà, ça me rappelle, le début de ton parcours me rappelle celui de David Ferreira que j'avais eu sur le podcast. Il y a... C'était pendant la période du confinement d'ailleurs qu'on avait enregistré cet épisode. L'épisode en question s'appelle David Ferreira. J'ai plus le titre en tête. Mais justement, il expliquait il avait fait ses études d'ostéo assez rapidement après ses études de kiné. Et la première interrogation que je vais avoir, c'est euh, qu'est-ce que tu pensais qui te manquait en fait pour directement te lancer en ostéo? Tu as eu l'impression d'avoir des lacunes et est-ce que tu avais conscience de quel type de lacunes c'était? En fait, ouais, je les ai vus rapidement, les lacunes. Alors après, ce que je vais dire là n'est peut-être pas forcément valable pour les formations kiné actuelles, parce que je sais qu'il y a eu beaucoup de changements et de modifications. Moi, à l'époque où j'ai eu mon diplôme, c'était encore une formation qui était très orientée sur la rééducation en milieu hospitalier, pardon, en clinique, et très peu finalement sur les patients et les pathologies qu'on pouvait rencontrer en milieu libéral. Donc en fait, finalement, la plupart des stages qu'on faisait étaient à l'hôpital ou en clinique. Donc c'est pas du tout le même travail ni la même prise en charge. Et concrètement, même au bout de mes 2 premières années kiné, je me suis dit bah là ça va pas le faire. Et donc je savais que c'était important d'aller chercher ces connaissances manquantes. Et je savais aussi de par mon parcours personnel où j'avais consulté pour le sport et pour différents petits bobos des ostéopathes que justement ça répondait à ce type de problématique. Donc j'avais prévu assez rapidement d'enchaîner avec l'ostéo. Je trouvais aussi l'idée pertinente de tant qu'on est encore dans les études et qu'on a un peu la main dedans, de poursuivre et de tout de suite enchaîner. Comme ça, au moins, je pouvais en plus appliquer directement et pas perdre de temps, ce que je me voyais pas trop finalement directement prendre en charge un lombalgique ou même les petites pathologies courantes qu'on retrouve en cabinet directement. Mais après, ça, c'était un choix aussi personnel. Et c'était assez intéressant ce que tu dis. Je me souviens que lors des stages qu'on devait faire en troisième ou seconde ou première au lycée, je ne sais plus dans quelle classe, si on devait faire des stages d'observation. Et pour l'anecdote, j'avais fait un stage d'observation dans une salle de sport. Et l'année d'après, en seconde, j'avais fait un stage d'observation dans un cabinet de kinésithérapie, mais c'était à l'hôpital.
Donc c'est un peu ce que tu me décris comme type de formation, à savoir que c'était de la rééducation pure de plusieurs types de personnes, ceux qui s'étaient blessés, c'était en milieu hospitalier quoi. Il y avait, c'était au rez-de-chaussée, il y avait un endroit vraiment spécifique où il y avait plusieurs kinés et puis les patients défilaient comme ça. Et, euh, et c'est vrai que en prenant du recul aujourd'hui, quand j'y repense, j'ai l'impression que c'est vraiment complètement différent de ce que peut faire un kiné dans son cabinet perso aujourd'hui. En tout cas, moi, à l'époque, ça m'avait pas transcendé. Et disons que ça m'avait pas donné envie de devenir kiné. Bon, alors après, j'ai fait des études d'ostéopathie, donc c'est assez marrant, parce qu'on peut avoir l'impression que c'est très proche. Et en réalité, je trouve que ça l'est. Mais à ce moment-là, si je compare ce que je fais aujourd'hui ou ce que j'ai l'impression que certains collègues kinés font par rapport à ce que j'ai vu en stage, j'ai l'impression que c'est radicalement différent. Vraiment opposé. Ah ouais, non, Enfin, c'est opposé. clair. Il y a une très grosse différence. Disons que le métier de kiné, de par l'aspect rééducation, est vraiment spécifique. Et ça, c'est beaucoup utilisé dans le milieu hospitalier ou en clinique, notamment chez les personnes qui peuvent avoir un accident de la route avec multiples traumatismes, chez les gens qui ont des accidents vasculaires cérébraux et qui peuvent par la suite être hémiplégiques, donc avoir la moitié du corps paralysé. Là, il y a un gros travail de rééducation et pour moi, c'est un métier à part. Donc, euh, pour moi, il y a vraiment deux types de formation. Hein, à l'époque, moi, j'ai fait justement la formation kiné. Il y avait beaucoup de la formation était axée sur cet aspect rééducation. Et justement là, pour reparler de l'ostéo et de mon choix de m'orienter vers l'ostéo, je trouvais que ce qui manquait aussi en kiné, c'était cette vision globale du corps que peut avoir un ostéopathe dans son travail, avec cet aspect un peu plus holistique. Et je trouvais que ça manquait beaucoup dans la formation kiné. Donc finalement, euh, c'est différent. Les deux métiers sont différents, mais ça reste relativement, selon moi, très complémentaire. Et c'est ça qui me plaît dans l'idée d'avoir cette double casquette, parce que ça a forcément des inconvénients, comme certains pourraient le préciser, mais il y a aussi beaucoup d'avantages, parce que on arrive à utiliser ce qu'il y a de bien dans les deux formations et pouvoir en faire quelque chose de vraiment très intéressant. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, la formation kiné est davantage holistique, elle prend en compte l'ensemble du corps, comme peut le faire un ostéo? Est-ce que tu trouves que ça se dirige plus comme ça? Je ne sais pas si tu as un retour récent des nouvelles formations, des nouveaux programmes. Alors j'ai pas trop de retour. Je sais que contrairement à ma formation à moi, ils se sont beaucoup plus, enfin, ils ont fait des formations qui sont beaucoup plus, dont les programmes sont beaucoup plus structurés, orientés, d'après les derniers résultats des recherches scientifiques. Ça, c'est vraiment important. Et je pense que, par contre, quand on regarde les recherches scientifiques, il y a encore beaucoup à faire en termes de travail holistique. C'est très spécifique. On va étudier un type d'exercice, un type de protocole sur une population, sans forcément s'intéresser aux différentes choses, même du mode de vie à la limite, qui peuvent interagir et qui peuvent avoir leur importance. La seule chose que je trouve un peu problématique actuellement, c'est que mais ça c'est un peu valable je pense pour tous les métiers de la santé, c'est que même je l'ai vu en ostéo d'ailleurs, c'est qu'on n'insiste pas sur tous les éléments comme ça, les piliers du mode de vie et de la santé qui sont dans les mains des patients au quotidien de par leurs gestes et leurs actions quotidiennes, et qui sont certainement plus importants que ce qu'on va leur donner ou ce qu'on va faire en soins, qui restent importants mais qui sont vraiment des compléments qui viennent s'ajouter sur ça. Et ça, finalement, on n'est pas vraiment formé là-dessus, notamment pour donner les bons conseils, ni pour savoir ce qui est pertinent, ce qui ne l'est pas, et justement pouvoir mesurer l'importance de ces choses-là. Bon, tes études d'ostéo, tu les as fait à Bordeaux. Aujourd'hui au COB, ce qui est assez marrant, et on en discutait juste avant de commencer l'enregistrement, c'est que j'ai aussi fait mes études au COB de Bordeaux.
Et en fait, je le savais pas, c'est en parcourant un petit peu ton site web que j'ai vu que c'était là que tu avais fait tes études. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et alors, ouais, on s'est croisés forcément à un moment donné, pas loin des locaux, hein, ça c'est sûr, parce que tu m'as dit que tu étais diplômé en 2016, moi ça a été 2015, donc on s'est croisés très certainement. Euh, est-ce que. Est-ce que pour toi ça a été une bonne formation ostéo? Difficile parce que bon, t'en as fait qu'une, donc c'est difficile de comparer, mais aujourd'hui, sans leur faire une promotion particulière ou sans non plus les critiquer, c'est pas le but, hein. Est-ce que tu penses que la formation a été qualitative et t'a apporté beaucoup d'outils et de ressources pour ton métier futur? Euh, En toute honnêteté, oui, j'ai trouvé que c'était relativement qualitatif, que les intervenants étaient bons. Je sais pas si ça a dû certainement changer, pas mal changer, je crois. Et d'ailleurs, c'est ce qui a sauvé en fait la qualité de la formation, c'est que les intervenants, les profs, étaient vraiment des gens qui aimaient l'ostéopathie, qui avaient envie de transmettre. Et je trouve que le programme qu'ils ont mis en place était vraiment complet. Je vois pas. Enfin, je veux dire, on a vraiment appris toutes les techniques. Je trouve qu'on a été bien coaché sur le fait que l'ostéopathie c'est vraiment quelque chose de global, qu'on a une boîte à outils dans laquelle on va la remplir avec les différentes techniques et je pense, il faut conserver ces différentes techniques pour les appliquer au quotidien et s'adapter à chaque patient. Donc ça, j'ai trouvé ça super parce que il se cantonnait pas à vraiment une philosophie très précise ou un type de technique précis, ni un modèle précis. Ça restait vraiment, on vous donne tous les outils et après vous vous les appropriez. Donc ça, j'ai trouvé ça cool. Euh, mais c'est vraiment grâce aux intervenants parce que après, bon, ça c'est un autre débat, mais on va dire que tout l'aspect gestion et le fait que ça soit des gros groupes financiers qui gèrent un peu les Hmm. écoles d'ostéo fait que ça aurait pu être catastrophique. Mais heureusement, ça ne l'a pas été et je suis vraiment content de ma formation là-dessus. Ouais, je te rejoins. On est trois à avoir, enfin, à être intervenus sur ce podcast pour le coup. Toi, qui a fait cette école-là, Thomas Desroux, que j'avais eu dans les premiers épisodes du podcast, qui était un collègue. Euh, on avait eu l'occasion un peu de revenir sur ça, sur notre formation. Et puis moi, bon, évidemment. Je te rejoins parfaitement sur les intervenants. Et d'ailleurs, je pense par exemple à quelqu'un comme Bernard Gabarel. Euh, je sais pas si toi tu l'as eu, Ouais, je l'ai eu, ouais. qui était bon, qui est quand même quelqu'un qui a écrit des livres, qui a une grosse expérience en ostéopathie, qui est populaire, qui est reconnu hein, dans le domaine, qui sait que je pense à Oliver Kiss aussi, qui était vraiment passionné par ce qu'il faisait. C'était, c'était assez impressionnant de voir quelqu'un aussi passionné, tu vois. C'est là où je te rejoins sur ces intervenants qui étaient pas là. Enfin, ceux que je viens de citer, j'avais pas l'impression qu'ils étaient là pour pointer et pour ramasser leur chèque. Et qui essaient vraiment de transmettre cette passion. Euh, Audouin aussi, qui était pas mal dans son genre, un peu différent, qui parfois laissait un peu sceptique certains élèves, mais que je trouvais pas mal quand même parce que il était aussi passionné. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce truc, ce fil conducteur là de tous les intervenants. Ils avaient une passion, ils avaient vraiment l'envie de transmettre leurs connaissances. J'adorais Dantras aussi. Je sais pas si tu l'as eu en cours théorique. Si j'ai eu un petit peu, mais pas beaucoup. Olivier Dantras, bon, il était assez marrant. Euh, je pense qu'il y a vraiment peu de chances qu'il écoute ce podcast, mais si c'est le cas, je lui passe le bonjour. Je passe bonjour à tout le monde. Et, et ouais, bon, ben, aujourd'hui, je sais pas du tout comment ça a évolué. Je sais que l'école a changé d'endroit. Elle est au Chartrons de Bordeaux, alors qu'avant, nous, on l'a fait au Grand Théâtre. Ça avait son petit folklore avec les bureaux un peu boisés au niveau de la clinique pédagogique. Je pense que maintenant, ça doit être beaucoup plus neuf. Enfin bon. Est-ce que tu te souviens de ton premier patient en tant que kiné et ensuite en tant que ostéo? Ça, c'est une bonne question, hein. En tant que kiné, non. À vrai dire, je me rappelle même plus mon premier remplat.
Donc déjà, après premier patient ostéo, c'est un peu particulier parce que je sais pas ce que tu entends par premier patient ostéo, si c'est premier patient ostéo quand j'étais diplômé ou premier patient avec lequel j'ai pratiqué les premières techniques d'ostéopathie, parce que comme moi j'ai fait une formation en alternance professionnelle où j'étais en même temps kiné, je pouvais en même temps de la formation et au fur et à mesure des choses que Ouais. j'apprenais, les appliquer un petit peu. Donc, Déjà, juste avant, pour préciser, tu as fait ça en alternance. Est-ce que tu faisais alors tu faisais des remplacements? Tu avais déjà ouvert un petit cabinet lorsque tu as commencé à faire le cursus d'ostéopathie? en fait, j'étais déjà en assistant collaborateur sur Bordeaux, donc pendant tout le long de ma formation, je suis resté au même endroit. Donc, c'était vraiment pratique pour ça. Et je pense que d'ailleurs, c'est quand même beaucoup plus simple à gérer, selon moi, d'avoir un poste fixe avec éventuellement un suivi avec les patients, etc., pour pouvoir justement avoir cette capacité à pouvoir pratiquer régulièrement l'ostéopathie au cours de la formation, sachant que comme ça, en fait, on peut s'adapter à un rythme de travail qui nous convient, alors que si on fait des remplats tout le temps en kiné, je trouve que c'est un peu délicat, puisque parfois il y a des cabinets qui ont des rythmes qui sont complètement différents, et donc du coup, on peut plus du tout pratiquer. Donc moi, j'ai toujours eu le même poste au même endroit, donc c'était vraiment un atout. Et peut-être, c'est quoi la différence que tu as vue dans l'approche, dans la mentalité, dans la vision du corps? Alors, tu m'as parlé de globalité, mais c'est quoi qui t'a le plus marqué, peut-être déjà dès la première année, un truc par rapport à ton enseignement de kinésithérapeute auparavant, le truc où tu t'es vraiment dit, ok, là ça change mon paradigme, ça change ce que j'ai vu jusqu'à présent. En fait, c'est plus le bilan ostéo, parce que finalement, quel que soit le motif de consultation, on nous a appris à garder le motif de consultation en tête, la douleur du patient bien en tête également avec sa localisation, mais d'avoir un bilan global où on va fouiner et regarder un peu toutes les structures et l'ensemble du corps. En kiné, on était très orienté sur une patho, on va tester telle ou telle chose qui souvent étaient plus ou moins les mêmes, mais on n'a pas tendance à avoir un bilan aussi complet. Alors pour aussi pas forcément défendre la kiné et les kinés en général, mais le problème par rapport à cet aspect global, c'est que en kiné concrètement, pour faire un bilan global, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas les séances sont souvent pas de la même durée. En ostéopathie, on a des séances plus longues. C'est pas non plus le même tarif. Comme nous, on est régulé par la sécurité sociale et qu'on peut pas imposer des tarifs qui, selon moi, soient suffisants pour faire un travail plus holistique, plus global. En fait, quoi qu'il arrive, on est un peu coincé, quoi. Donc, on peut pas exactement travailler de la même façon. Mais c'est vraiment ça qui m'a marqué au tout départ quand j'ai commencé à apprendre l'ostéopathie. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, ça m'a pas marqué autant parce que moi je sortais pas du cursus kiné, puisque je suis euh, diplômé ostéopathe seulement, hein, je suis pas kiné. Et, et par contre, je me souviens que tu vois, cet aspect bilan holistique, on nous l'a très vite appris, effectivement. Par contre, on nous a souvent dit quand même, et d'ailleurs c'était ce qui était appliqué en clinique pédagogique, lorsque quelqu'un se présente, lorsqu'il y a un patient qui vient pour une douleur, qui vous explique le problème. Donc il y a toute la partie anamnèse où on essaie de définir les caractéristiques de la douleur. Ensuite, on fait un petit peu un bilan de toutes les sphères. Et ensuite, on passe à l'examen clinique, ou en tout cas l'examen palpatoire. On nous a toujours dit, commencez, même si on vous a appris à faire un bilan de la cheville jusqu'à la tête, ou inversement de la tête jusqu'à la cheville, ou que vous pensez que le problème vient d'ailleurs, etc., ou que vous avez envie de tester les vertèbres, ou peu importe, commencez dans tous les cas, par regarder la zone qui est douloureuse. Non pas parce qu'il y a forcément quelque chose dessus, tu vois, même si vous êtes absolument persuadé que ça sert à rien d'aller regarder, ou alors que c'est pas la priorité, ou que vous pourrez regarder plus tard, faites-le en premier, pour la simple et bonne raison que
la personne a l'impression que vous vous intéressez à son problème et ensuite vous allez un petit peu élargir votre champ d'investigation, vous allez regarder ailleurs et elle va être capable de comprendre que vous allez lui faire un bilan général en fait, pour essayer de comprendre et de remonter à l'origine du problème. Mais on nous a toujours dit de commencer par là où la personne a mal, rien que par une question de confiance, parce que le patient il sait pas nécessairement ce que c'est que l'ostéo, enfin, ou en tout cas il sait ce que c'est, mais il ne l'applique pas lui-même, il n'a pas, et si c'est sa première fois, ben, il n'a pas d'expérience là-dedans, et ça pourrait lui faire bizarre, ça pourrait avoir une espèce de frein, il pourrait avoir une objection à se dire mais pourquoi il regarde mon pied en premier? Pourquoi il passe 20 minutes à regarder mon pied, mon genou, ma hanche, alors qu'en fait j'ai mal au milieu du dos? Et c'est vraiment pour l'idée qui prennent confiance et qui se disent ok, bon, il prend en compte ma douleur et ensuite il va voir autre chose. Moi, ça m'avait marqué ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et je pense que justement, moi, c'est quelque chose que j'ai conservé depuis toujours dans ma pratique. Puis en plus de cet aspect, enfin, ce qui est relié aussi à cet aspect confiance, c'est le fait qu'il y ait un effet placebo, hein, qui existe dans tous les métiers, dans toutes les thérapies, tous les traitements. Et l'effet placebo est toujours très puissant, donc il faut pas le mettre de côté, il faut pas se le mettre à dos, au contraire, il vaut mieux se l'approprier. Je trouve que c'est un très très bon moyen justement de l'utiliser, et puis en plus pour soi, ça permet aussi de pas passer à côté d'un gros truc, parce que si on n'inspecte pas la zone douloureuse, c'est très difficile d'avoir les infos nécessaires pour cibler exactement où est située la douleur, quels sont les tissus qui sont éventuellement douloureux, et réussir à bien comprendre ce qui se passe. Après, comme tu dis, parfois on n'a pas forcément besoin de, en soi, traiter la douleur, mais au moins dans le bilan, t'y attarder, je trouve que c'est clair que c'est très pertinent. Et je le fais encore aujourd'hui à chaque rendez-vous, à chaque consultation. Le premier réflexe, c'est toujours d'aller regarder la zone douloureuse ou le motif en question avant d'aller regarder un petit peu plus loin. Et c'est pas mal ça. Donc, juste pour revenir sur ton premier patient, ensuite, ça me donnera l'occasion d'aller creuser un peu sur les différences qu'il peut y avoir entre l'ostéo et la kiné. Ton premier patient que tu as eu en ostéo pur, sachant que tu as un peu le même parcours d'apprentissage qu'avait eu David, qu'il expérimentait, ou en tout cas qu'il pratiquait quelques outils, quelques techniques en même temps parce qu'il était kiné, et donc ça lui a permis, il n'a pas eu un gap de kiné à ostéo d'un coup, ça a été progressif. Même au niveau de sa clientèle, ça a été sa patientèle, pardon, ici on peut dire clientèle, on y reviendra justement sur ça. Ça lui avait permis d'avoir un développement progressif de sa pratique d'ostéo. Donc toi, ta première consultation d'ostéo pure, est-ce que tu t'en souviens? Je pense pas non plus. Je pense pas non plus parce que après moi c'était assez aussi particulier parce que pendant mon cursus ostéo, donc je travaillais en tant qu'assistant collaborateur dans un cabinet libéral en tant que kiné, mais j'ai aussi fait quelques pauses pour travailler dans le milieu du sport, et notamment dans le cyclisme sur route. Donc du coup finalement les moments où j'ai le plus pratiqué l'ostéo pur, en plus de l'activité kiné du sportif, c'était dans ces périodes-là. Donc j'ai pas le souvenir exact de mon premier patient, mais je sais que c'était que mes premières séances, on va dire, d'ostéo, c'était dans le sport. Donc c'est juste que j'ai comme souvenir. Ok, bon, ça ira, ça me convient. De toute façon, il y a quelques temps, on m'a posé encore la question, enfin, on me la pose régulièrement, alors peut-être moins ici, hein, au Canada, puisque voilà, les kinésithérapeutes ici sont les physiothérapeutes, alors que le kinésiologue ici correspond à l'entraîneur en France. Ces petites modifications, mais souvent on entend kiné ici, et c'est pour désigner le kinésiologue et non pas le kinésithérapeute. Voilà, petit point comparaison France-Québec, France-Canada. Mais on m'a posé la question souvent et récemment dans un podcast de quelles étaient les différences entre un ostéo et un kiné.
Et je dois avouer que j'ai encore beaucoup de mal à y répondre. Je vais arriver à répondre en citant quelques différences, en citant peut-être des méthodologies d'approche. Tu vois, tu as parlé de la globalité, tu as parlé du bilan ostéo, mais j'ai du mal parce que j'ai l'impression que ces deux thérapies sont certes différentes, elles ne partent pas avec la même base, mais il y a tellement de choses qui se recoupent. Et même parmi les techniques, il y a des techniques que les kinés font et que les ostéos font. Alors d'autres non, évidemment, il y a des différences. Mais comment, si je te pose la question, là aujourd'hui, Alexandre, quelle est la différence entre un ostéopathe et un kiné? Comment tu me réponds à ça? Bah, j'ai tout autant, difficulté à répondre que toi. À chaque fois qu'on me pose la question, je suis embêté. Je pense que j'ai jamais donné la même réponse. Après, là, aujourd'hui, ce qui me vient en tête, c'est de me dire que c'est un peu comme si tu comparais, tu te posais la question en demandant, je sais pas moi, c'est quoi la différence dans le métier entre boucher et charcutier, quoi. C'est des métiers qui sont très similaires, mais dans le fond, c'est pas la même chose. Après, voilà, si on écarte l'aspect rééducation dans la kiné, c'est-à-dire tout cet aspect qui n'existe pas du tout normalement dans l'ostéopathie actuellement, avec voilà toutes les personnes qui ont eu des traumatismes, des fractures, des accidents, et qui doivent faire des exercices spécifiques pour réapprendre les gestes du quotidien et à vivre normalement. Autrement, les grosses différences, c'est surtout que c'est pas les mêmes techniques qui sont utilisées déjà. Ça c'est clair, il y a une grosse différence dans les techniques. Et je dirais que les conditions de travail sont pas les mêmes. Après la finalité en soi, selon moi, c'est que ça reste plus ou moins la même, quoi. Donc et puis il y a peut-être aussi une différence entre ostéo et kiné, c'est que l'ostéo va probablement, ça dépend je pense des ostéopathes, mais de ce que j'ai vu dans la formation classique standard, ça va probablement donner moins d'exercices, moins de mouvements à faire, et va peut-être moins insister sur l'importance des exercices, du renforcement, des choses comme ça. Bien qu'il y a certains kinés qui ne le font pas non plus parce qu'ils ils le jugent pas forcément nécessaire. Mais autrement, c'est vrai que c'est assez vague, quoi. Je peux pas donner des vraies différences et peut-être que tu pourras mieux le faire et je pourrais te dire que je pourrais être d'accord avec toi là-dessus, mais j'ai toujours autant de difficultés à répondre à cette question, quoi. Ah non, mais j'aurais pas forcément dit mieux. Là où je vais trouver des explications, effectivement, le truc de la rééducation, c'est quelque chose que je ressors souvent. Je dis, bah, par exemple, si vous voulez voir un exemple de quelque chose que le kiné fait et que l'ostéo fait pas, c'est la rééducation. Mais encore une fois, tu l'as dit, ça dépend le contexte et ça dépend pourquoi. Si tu es en cabinet libéral, tu vas pas forcément. Tu peux ne pas faire de rééducation et alors que tu es kiné. C'est vrai que les différences, elles sont floues. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus flou. Autant, c'est assez drôle, hein, autant en sortant des études, en commençant à pratiquer, j'avais l'impression d'avoir une distinction claire entre les ostéos et les kinés. Et puis, je dois avouer aussi que le contexte plus ou moins politique fait que on te dit que c'est différent. En ostéo, on t'explique que c'est différent. En études d'ostéo, on t'explique que c'est différent, que il y a des euh, il y a des techniques que font l'un et pas l'autre, que les approches sont différentes. Donc, tu as vraiment l'impression de faire un métier à part entière. Et puis, plus ça va, plus c'est allé. Et jusqu'à aujourd'hui, plus j'ai l'impression que finalement, ça se recoupe énormément. Et tu vois, on m'a même posé la question récemment pendant une consultation. Quelle était la différence entre ce que je faisais et ce que faisait un kiné, enfin, kinésithérapeute ou physiothérapeute? Non pas par simple discussion, mais par rapport aux techniques que j'utilisais qui lui faisaient penser une fois un physio ce qu'avait fait un physio, tu vois. Et donc c'est plus ça va, plus je me dis en fait ça se recoupe beaucoup. Et les différences, je suis pas sûr qu'elles soient énormes et elle va plutôt se faire d'une manière personnalisée, tu vois. Et ça va pas être une différence en fonction de. Je trouve qu'il peut y avoir autant de différences entre deux ostéos qu'entre un kiné et un ostéo. Tu vois, parce que chacun a vraiment sa pratique personnalisée qu'il a développée au fur et à mesure, ses affinités, sa boîte à outils, etc. Et j'ai un peu l'impression qu'entre un ostéo qui va faire grossièrement craquer toutes les articulations et un autre ostéo qui va être beaucoup plus énergétique,
il y a presque plus de différence qu'entre un ostéo qui fait de la manipulation, qui fait des techniques musculaires, et entre un kiné qui ferait globalement un peu des techniques qui s'en rapprochent, quoi. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais c'est exactement ça. Je pense que ça devient de plus en plus flou parce que il y a de plus en plus de formations ostéo qui vont éventuellement s'orienter ou s'ouvrir à des techniques qui à la base peut-être étaient un petit peu plus kiné. Et je sais qu'il y a aussi beaucoup de formations pour les kinés, uniquement pour les kinés, pas les kinés ostéo, qui sont très similaires à des techniques ostéopathiques. Notamment, il y a beaucoup de kinés maintenant qui sont formés en thérapie manuelle, donc du coup ils peuvent euh, en fait, ils peuvent faire les mêmes techniques qu'un ostéo, certaines techniques qu'un ostéo. Donc le patient peut avoir l'impression que c'est exactement la même chose. Il y a aussi maintenant pas mal de kinés qui veulent se former à des choses un peu plus énergétiques. Il y a la micro-kiné qui existe aussi. Bref, c'est vrai que ça devient vraiment très flou. Mais je pense que encore une fois, ça c'est ma vision du truc, mais ce qui fait aussi qu'il y a autant encore de différences, c'est pas tant les patients, parce que je pense que finalement les motifs de consultation, si on écarte l'aspect rééduc, c'est des motifs qui sont assez similaires, hein. Les gens ils viennent parce qu'ils ont une douleur quelque part, et ils veulent la soigner, quelle que soit la douleur, que ce soit une tendinite, que ce soit mal de dos, que ce soit tout un tas de choses, mais même des maux de tête et des raideurs cervicales, on en a dans les deux métiers. Mais finalement, c'est encore une fois, c'est deux métiers qui sont exercés dans des contextes complètement différents où nous, en kiné pur, on a des séances plus courtes, on est censé voir les gens beaucoup plus fréquemment. Souvent, c'est sur des prescriptions qui vont entre 5 et 10 séances, on va dire. Alors que l'ostéo, on se doit de voir la personne certes plus longtemps sur le moment, mais moins souvent. Après, je sais aussi que par exemple, il y a la chiro. Ça va pas nous aider à faire la distinction entre les métiers. La chiro, c'est encore un système différent où il y a beaucoup de chiro qui travaillent avec des séances plus courtes, plus proches du temps du kiné et justement des séances très fréquentes. Donc finalement, dans le fond, moi je vois beaucoup de différences par rapport à cet aspect pratique des différents métiers et peu maintenant par rapport à l'approche, peu moins par rapport à l'approche, et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est de plus en plus flou, ce qui n'est pas plus mal parce que si ça permet de lier les différentes techniques qui manquent à chacune des formations pour avoir une prise en charge encore meilleure, je trouve ça plutôt cool, quoi. D'ailleurs, tu parlais de... Excuse-moi pour les bruits derrière, je sais pas si ça s'entend. Les bruits des pompiers qui passent. Ouais, ça s'entend un tout petit peu, mais ça va. Ça c'est un tout petit peu bon. C'est mon micro capte bien les sons près et pas ceux de loin. Tant mieux. Quand tu parles de formation de thérapie manuelle, tu vois, je pense beaucoup à quelqu'un comme c'était Grégoire Guibaud, il me semble, de Major Mouvement, qui est, je sais pas si tu vois qui c'est déjà Major Mouvement. Si, je vois. Ouais. On a eu l'occasion de discuter ensemble de temps en temps. Ouais. C'est peut-être celui qui a, parmi les professionnels de santé, qui a le plus explosé sur les réseaux contemporains, là, sur YouTube notamment, sur Instagram aussi. Son contenu est quand même assez pertinent, assez intéressant. Et lui, il parle beaucoup de thérapie manuelle. J'aimerais beaucoup avoir son avis sur l'ostéo. J'aimerais l'avoir tout court sur le podcast d'ailleurs pour discuter avec lui. Mais effectivement, les thérapies manuelles, les techniques de thérapie manuelle sont un équivalent, un équivalent. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois et c'est comme ça que je pense que 100% de la population le perçoit aussi, sont l'équivalent des techniques qui font craquer d'ostéo, en quelque sorte. Qui font craquer, c'est pour être vu, enfin, pas vulgaire, pour expliquer grossièrement, quoi. Donc, effectivement, un kiné qui commence à avoir une vision un petit peu holistique, un petit peu globale, qui en plus utilise des techniques de thérapie manuelle de type manipulatif qui vont faire craquer, on a carrément l'impression d'avoir un ostéo, quoi. Mais bon. Je me suis perdu. Si j'avais une question. Pour toi, quand est-ce qu'on va voir un ostéo? Quand est-ce qu'on va voir un kiné
je sais que ça revient un petit peu à se poser la question de quelles sont les différences, mais euh, sur un mal de dos, par exemple, mal de dos classique, lombaire, bas du dos, quand est-ce qu'il est mieux d'aller voir un kiné pour toi ou quand est-ce qu'il est mieux d'aller voir un ostéo? Euh, pour moi, c'est pas forcément pertinent d'aller voir plus un corps de métier qu'un autre. Ce qu'il faut déjà, c'est trouver la bonne personne, le bon praticien, celui qui correspond avec qui on a confiance, quoi. Parce que je pense que ça, c'est vraiment la clé. Et aller voir un ostéo parce que tout le monde conseille d'aller voir un ostéo alors qu'on n'a pas forcément une bonne affinité avec l'ostéo qu'on va voir. Je pense pas que ça soit efficace, même si c'est le meilleur ostéo du monde. Et inversement avec la kinésithérapie. Euh, j'aurais Il y a quand même. Ouais. j'aurais tendance à dire que lorsque le problème est un petit peu plus récurrent, chronique, ça serait peut-être plus intéressant d'aller voir un kiné. Et probablement inversement quelque chose qui est peu courant, qui est donc par exemple un mal de dos qui va être aigu et pas justement chronique, qui presque un premier épisode. Ça me paraît plus pertinent d'aller voir un ostéo, mais idéalement quand ça devient chronique, c'est bien d'avoir vu les deux parce que ça permet d'avoir deux avis sur un problème qui est souvent quand même pas si simple à traiter. Et je pense que ouais, il faut vraiment voir ça au cas par cas, mais peut-être que la distinction que j'aurais à donner éventuellement à un patient pour essayer de lui conseiller et de l'orienter vers tel ou tel thérapeute, ce serait peut-être plus ça en fait finalement. Ouais. Hmm. Euh, je voulais rebondir, j'ai perdu juste ce que je voulais dire jusqu'à présent, parce que j'ai repensé lorsque tu as parlé de Kiro. Euh, Effectivement, tu vois, je fais plusieurs schémas, je fais plusieurs sauts de moutons dans ma tête. Mais tout à l'heure, tu as parlé de Kiro. Et j'ai pas encore eu. Ça fait longtemps, hein, je l'avais dit dans des épisodes, dans des anciens épisodes. Je veux absolument faire un épisode avec un Kiro praticien, un chiropracteur. Pareil, pour vraiment essayer d'expliquer les différences, quelles sont les méthodes, quelles sont les différentes formations. Parce que là aussi, moi, quand on me demande ce que fait un chiro, j'ai beaucoup de mal à y répondre encore, quoi. Enfin, encore. J'ai beaucoup de mal à répondre. Et, et ça rajoute du flou, tout ça. Ça rajoute du flou. Est-ce que toi, tu as déjà consulté un chiro? Est-ce que tu as déjà vu un chiro pratiquer? Oui, parce qu'en fait j'avais une amie à moi qui était en école de chiro en Nouvelle-Zélande et j'étais allé la voir dans sa clinique à l'école. Donc j'ai vu un petit peu, puis elle m'avait expliqué un peu comment ça fonctionnait. Après moi je connais pas la chiro, on va dire francophone, qui apparemment est très différente de la chiro anglo-saxonne, au même titre que la kinésithérapie est très différente chez les francophones que chez les anglo-saxons. Donc oui, effectivement, j'ai pu voir la chiro. Après, c'est flou, mais après, faut quand même pas oublier que c'est des courants qui ont été créés plus ou moins par les mêmes personnes à la même époque. C'est un peu, je trouve que c'est surtout pour la différence ostéo et chiro. Je pense que je vais faire enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront en désaccord avec moi, mais euh, je pense on s'intéresse trop à vouloir différencier les deux métiers, alors que dans le fond, certes, c'est pas forcément tout à fait les mêmes modèles, euh, les mêmes schémas d'explication et de fonctionnement, mais globalement, de ce que j'ai pu en voir, c'est vraiment la même, enfin, c'est vraiment cette approche holistique qui est là. Après, j'ai cru comprendre malgré tout qu'en chiro, et là aussi, je me trompe peut-être, qu'il n'y avait pas cet aspect technique euh, viscérale, technique crânienne, tissulaire peut-être un peu, mais j'ai surtout compris qu'ils essayaient beaucoup de traiter via le rachis, tout particulièrement, Hmm. mais qu'ils avaient cette approche holistique et qui dans le bilan chiro, il y avait aussi toute une approche globale du corps. Après, voilà, ça reste des concepts différents et qui sont différents. Et oui, c'est flou là aussi. Mais je pense que de ce que j'ai pu comprendre de la bouche des patients qui ont testé un peu les deux, en fait,
bah, faut absolument qu'un patient trouve ce qui lui correspond, tout simplement. Il y en a, ils s'y retrouvent mieux avec l'ostéo, d'autres mieux avec la chiro. Et encore une fois, je pense que c'est aussi lié à cet aspect confiance envers le praticien. Et c'est aussi ça qui va déterminer le résultat du traitement derrière, quoi. Et de la même manière, ça me fait penser à l'éthiopathie, qui est une discipline qui est apparue ces dernières années. Encore une fois, hein, on essaiera de trouver quelqu'un pour l'avoir sur le podcast, pour en discuter, ça sera probablement très intéressant, mais l'éthiopathie, j'ai carrément l'impression que c'est 90% de similitude avec l'ostéopathie, quoi. Peut-être certaines différences, certaines visions. J'ai plus l'impression des fois que c'est un vœu de se différencier, de se donner comme une pratique à part entière avec un autre nom, avec une autre philosophie, mais au final, quand tu regardes... Alors, attention, hein, je suis pas un connaisseur, je suis pas un absolu connaisseur de l'éthiopathie, mais de ce que j'ai vu de loin, comme ça, pour moi, c'est de l'ostéopathie avec un nom différent. Et peut-être pour se donner ce côté nouvelle pratique qui débarque, quoi, tu vois. Après, moi, de ce que j'ai vu de l'ostéopathie, enfin de l'éthiopathie, pardon, c'est alors information à vérifier. Hein, je suis pas sûr à 100%, mais Tout ce qu'on dit ici est à vérifier de toute façon. Voilà. Les auditeurs sont habitués. Et donc, j'ai cru comprendre que l'éthiopathie, en fait, ça avait été plus ou moins fondé par des ostéos qui, à l'époque où il y a eu des réformes sur l'interdiction de la pratique de l'ostéopathie, il y a quand même pas mal de temps, se sont orientés vers la Suisse et ont créé un nouveau courant, mettant un nouveau nom pour avoir, un, le droit d'exercer, et deux, avoir la possibilité de former et de développer la pratique. C'est peut-être faux, mais c'était un prof justement du COP de Bordeaux qui nous avait expliqué ça et qui, je crois, faisait partie de cette génération où ils avaient plus le droit de pratiquer du tout l'ostéopathie sur le territoire français. Donc si c'est une information qui se vérifie, on peut comprendre pourquoi c'est très similaire finalement. Ok, bah, s'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont éthiopathes, chiro, ou qui connaissent, qui ont dans leur entourage de la famille, des amis qui sont éthiopathes, chiro, qui n'hésitent surtout pas à me contacter. Envoyez-moi un message, vous me retrouverez, si vous allez voir sur le site internet, vous trouverez le formulaire de contact sur mon site qui arrivera directement dans ma boîte de réception. Vous pouvez me contacter aussi sur le profil Instagram dans la partie contact. N'hésitez pas à me mettre en relation avec des personnes qui font ces métiers. Ça donnera peut-être l'occasion de faire des épisodes futurs sur ces disciplines. Un autre truc qu'on parle pas trop, j'ai l'impression, parce que ça, c'est un petit peu en dehors de la pratique professionnelle, mais pourtant j'ai l'impression que ça régit énormément le fait d'aller voir un kiné et d'aller voir un ostéo, c'est que le kiné est considéré comme professionnel de santé, l'ostéo non, ce qui implique que le kiné va être remboursé par la sécurité sociale. Donc il n'a pas... Alors attention, je prends des pincettes quand je dis ça. Il n'a pas une obligation de... Alors il a une obligation de résultat par rapport à lui-même, à sa déontologie, mais ce que je veux dire, c'est que le patient ne débourse pas directement de sa poche, donc il y a un effet, il y a quand même un effet. J'ai vu beaucoup de personnes aller chez les kinés qui n'avaient pas nécessairement de résultats, et quand je dis mais pourquoi tu continues, bah parce que c'est comme ça, c'est remboursé, quoi. Là où tu vas voir l'ostéo, on n'est pas dans dans la même réalité, c'est que tu ne peux pas aller voir 10 fois ton ostéo sans avoir aucun résultat. Et ça, quand même, ça dicte énormément je trouve, hein, tu vas me dire, parce que tu as les deux casquettes, alors c'est très intéressant d'avoir ton avis là-dessus, parce que tu es obligé de switcher tes deux pratiques, d'un point de vue légal. Qu'est-ce que tu en penses de cette réflexion? Qu'est-ce que tu en penses de cette idée, remboursé, pas remboursé? Est-ce que ça a un impact énorme, toi, dans tes consultations? Ah bah moi de toute façon je suis pas du style à avoir la langue de bois, je pense que j'irai plus loin que toi, je pense que un kinésithérapeute effectivement n'a pas d'obligation de résultat, un kinésithérapeute peut faire du très mauvais travail et avoir toujours autant de monde, autant de patients et un cabinet qui tourne parce que le système permet ce genre de choses. En fait le bon travail n'est pas récompensé finalement. Et je pense que ce système de remboursement, qui a de nombreux avantages
je conçois pour certains patients qui n'ont peut-être pas les moyens d'aller consulter. Malgré tout, c'est ce qui, pour moi, freine énormément la progression de la pratique kiné. De nombreux kinés, d'ailleurs, en ont ras-le-bol de ce système, en ont marre parce que du coup, ils peuvent pas faire évoluer leur pratique comme ils le veulent. On est beaucoup trop contraints à respecter, voilà, le système de sécu, les tarifications, le temps de pratique. On n'a pas du tout de liberté et donc du coup, c'est clair que c'est pas possible d'observer ce genre de choses en ostéopathie, sachant que les soins sont beaucoup plus chers, qu'ils sont pas remboursés. Donc ça tire vers le haut, selon moi, la profession. Et pourtant, j'ai pas l'impression qu'il y ait tant d'abus que ça, parce qu'on pourrait penser que du coup, ça partirait un peu dans tous les sens. Et finalement, on se rend compte que les prix des séances sont assez similaires, que les temps de pratique restent assez similaires, et ça se régule un peu tout seul. De toute manière, je trouve que quel que soit le système, c'est un truc un peu économique ça, mais il y a beaucoup d'économistes qui vont considérer que quand on régule trop un système, en fait, on lui met beaucoup de bâtons dans les roues, et que quand on libéralise un système, finalement, on lui laisse beaucoup plus d'opportunités pour évoluer dans le bon sens, et que les choses, finalement, vont se réguler naturellement. Et donc, il est clair que l'ostéo se doit absolument d'avoir un travail qualitatif pour conserver sa patientèle, et aussi parce que en plus de cet aspect financier et de cet aspect différence dans la pratique, il y a beaucoup d'ostéopathes en France, même je suppose au Canada, et donc du coup il est difficile de se faire une place en kiné avec le système d'études où on a normalement un certain nombre d'étudiants qui sont formés par région en fonction des besoins. On n'est pas censé avoir des difficultés à trouver une patientèle. Donc forcément, il y a de grosses différences aussi sur la pratique et la qualité de travail. Attention, je dis pas que les kinés font du mauvais boulot, mais il est tout à fait possible de faire du très mauvais travail et de continuer à être kinésithérapeute toute sa vie. Et les gens suivent l'ordonnance du médecin. À partir du moment où le médecin donne de la kiné, ils vont y aller, même si ça sert à rien, et qu'ils n'ont pas de résultats parfois. Et puis ils aiment bien aussi parce qu'on s'occupe d'eux, et ça leur fait du bien, et ça c'est quelque chose qui est aussi compréhensible. Ça, on peut pas le retrouver avec l'ostéopathie, ça c'est clair. Et c'est quoi les contraintes que tu retrouves en tant que kiné les contraintes légales, ce qui est imposé, donc c'est 20 minutes par consultation, le tarif qui ne change pas en fait, qu'il est ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme contrainte ou comme cadre dans l'exercice de la kiné? Je sais plus, c'est 20, je crois que c'est 30 minutes de consultation, et non pas 20. Ouais, 30 minutes. Pour le prix d'une séance. Enfin ça, je le dis souvent aux gens parce que les gens comprennent pas forcément. Mais c'est quand même 16,13 €, je crois, la séance, je sais même plus si c'est ça. 16,13 € normalement pour une tarification normale de base, pour 30 minutes, bien sûr brut, donc quand on retire toutes les charges, on peut retirer jusqu'à 50%. Ça fait quand même pas cher payé, hein. Il y a pire, hein. On n'est pas les plus à plaindre. Après, en dehors de ça, il y a quelque chose qui est un peu aussi délicat à gérer, je trouve, en tant que kiné, c'est qu'on a une prescription, on a un nombre de séances qui, jusqu'à présent, étaient fixées par le médecin. Maintenant, ils ont plutôt tendance à nous laisser libres du nombre de séances. Mais souvent, les gens aiment bien finalement finir leur prescription, même si on trouve qu'il y a plus d'utilité ou autre. Ça, c'est pas facile aussi. Il est difficile de voir les gens en kiné que 2-3 séances, même si tout va bien, et leur dire c'est bon, là j'ai plus rien à vous apporter. Souvent le kiné est obligé d'en faire plus. Et après, après je vois pas trop autrement. Là il y a rien qui me vient en tête en plus. Il y a aussi un truc. Alors en France, c'est pas une différence. Ici, ça l'est. Je l'ai mentionné tout à l'heure et j'ai dit que je voulais y revenir dessus. C'est l'histoire du client-patient. Alors moi, j'ai une vision qui a changé par rapport à ça. C'est que lorsque j'étais en France, après les études, que je travaillais, que je faisais des consultations d'ostéo, pour moi, c'était patient.
Et en France, c'est comme ça. Que tu sois, enfin, si tu es kiné, si tu es professionnel de santé, c'est forcément patient. Ici, ostéo en France aussi, mais je crois que c'est pas une obligation de l'appeler patient. C'est juste que le corps ostéopathique veut absolument se mettre dans les clous, il veut se faire respecter autant que les autres professions de santé, et donc impose en quelque sorte aux étudiants leur martèle que ce sont des patients, ce ne sont pas des clients. Quand je suis arrivé ici, c'était différent. Les patients sont les personnes, ici au Canada, Québec, Montréal, bon, en tout cas je parle de là où je connais, les personnes qui vont consulter un médecin sont considérées comme un patient, et quand c'est pas le cas, c'est un client. Donc moi, on peut dire client, on peut dire patient, on peut dire les deux. Les ostéos qui veulent essayer d'avoir une image professionnelle et de thérapeute de la santé et pas du tout branché sur l'argent, ils vont dire j'ai des patients. Moi, je m'en fiche absolument parce qu'en fait, je trouve que c'est les deux. C'est à la fois des clients, à la fois des patients. Et surtout quand tu n'es pas remboursé par la sécurité sociale ou par n'importe quelle, ici c'est la RAMQ, qui est l'assurance maladie québécoise. Quand tu n'es pas remboursé, la personne te paye directement avec son argent, même si elle a des assurances qui vont lui permettre de se faire rembourser une partie ou la totalité ou à un certain seuil. Si tu veux, elle va consommer un service. Elle va consommer un service de sa poche. Donc moi, j'ai aucun problème à voir cette personne comme un client. C'est pas parce que c'est un client que tu vas essayer de la fourrer, que tu vas essayer de l'arnaquer, que tu vas essayer d'être business. Tu peux tout à fait être business, tu peux tout à fait faire un échange de valeur de qualité. Et c'est quoi ton... Je t'ai exposé un petit peu ma vision des choses et j'aimerais bien avoir la tienne. Toi, tu dis patient, j'imagine que tu dis patient. Client, est-ce que c'est un mot qui t'écorche les oreilles? Non, pas du tout. Pour moi, c'est un mix des deux en fait. Bon, nous on est convenu à appeler nos clients, nos patients en fait, et non pas clients. Après, la différence c'est que le client, je pense que si on s'intéresse au client dans le sens global, dans la définition globale, on va surtout dire qu'en fait le client, bah souvent c'est le client, comme on dit, est roi. On doit répondre à la demande du client, et ça finalement ça fait partie de la prise en charge aussi de nos métiers. Après, la différence c'est que on peut aussi se permettre de garder euh, nos convictions, ce qu'on juge être utile ou non pour la personne, et ne pas uniquement faire ce que la personne a envie qu'on lui fasse. C'est un mix des deux. Donc finalement, je trouve que l'aspect patient, c'est ça, c'est se dire que on a la main mise sur le traitement et on se doit de l'orienter vers les choses qui nous semblent les plus adaptées pour la personne. Mais d'un autre côté, l'aspect client, c'est aussi le fait que il faut répondre aux besoins de la personne parce que la personne paye. Et c'est vrai que cette notion-là est plus facile à mettre en place, je pense, en ostéo qu'en kiné. Bien que en kiné, comme c'est remboursé justement, bah on peut considérer, certains considèrent que du coup on peut juste faire plaisir à la personne, histoire que voilà, qu'on soit pas embêté avec le patient, ceux qui reviennent malgré un manque de résultats. Par exemple, il y en a qui tiennent absolument à venir en séance. Ces personnes-là, bah oui, on peut dans ces cas-là les considérer comme des clients aussi et juste leur apporter ce qu'ils veulent. Mais en dehors de ça, c'est vrai que pour moi, c'est vraiment les deux, quoi. C'est vraiment les deux, et on se doit de garder les. Faut pas tomber dans un des deux extrêmes. Mais après, c'est juste une question de vocabulaire. Mais dans la pratique en soi, je trouve que ça a une connotation qui est importante. Le client et le patient, c'est pour moi deux choses finalement différentes. Mais quand je vois un patient, pour moi, c'est à la fois un patient, à la fois un client. Et qu'est-ce que tu penses de la restriction de publicité pour les professionnels de santé? On sait que les médecins, les kinésithérapeutes n'ont pas le droit de faire de la pub, c'est interdit. L'ostéo, je crois, légalement, il aurait le droit, parce qu'il n'y a pas d'ordre qui régit ça, mais personne ne le fait, c'est extrêmement mal vu. Et puis en fait, comme les ostéos veulent se considérer, enfin, aimeraient être considérés comme des professionnels de santé à part entière, ils essayent de ne pas avoir des attitudes qui pourraient les en écarter.
Et juste pour terminer sur ça, ici, la mentalité est complètement différente et ça, je le cesse de le répéter, je le dis souvent en tout cas. Les dentistes en France n'ont pas le droit de faire de la publicité. Ici, les dentistes ont le droit de faire de la publicité. Certains corps de métier font de la publicité. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, parce que tu vois des grandes affiches sur dentiste qui vous blanchit les dents ou qui fait X ou Y chose, venez appeler ici ou venez consulter, c'est assez marrant. Et qu'est-ce que t'en penses toi du fait de ne pas faire de la publicité? Est-ce que tu trouves ça bien? Enfin, c'est à nuancer, il n'y a pas de bien ou mal, mais quelle partie tu prends? Bah, en fait, à partir du moment où on respecte les principes, des principes stricts du style jamais faire de publicité mensongère notamment, euh, je trouve que c'est un peu dommage de toute façon, quel que soit le système, je trouve que je suis jamais trop pour avoir trop de réglementation et d'interdictions. Je trouve que ça met à mal une profession, ça c'est clair. Donc déjà, je suis pas forcément pour. Je dis pas qu'il faudrait forcément tout autoriser parce que ça peut peut-être partir un peu dans tous les sens. Notamment parce qu'il y a cet aspect un petit peu manipulation de la publicité qui fait que on peut se retrouver, surtout maintenant à l'ère du numérique, avec des choses qui sont un peu aberrantes et qui peuvent desservir le patient. En dehors de ça, je trouve que ça va beaucoup trop loin dans nos professions. C'est-à-dire que théoriquement, jusqu'à encore peu, on n'avait pas le droit d'avoir un site internet. Maintenant, ils ont ouvert ils ont un petit peu lâché du mou. On n'avait même pas le droit d'être actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je suis toujours pas sûr qu'on ait le droit. Mais bon, maintenant, il y a tellement de kinés qui le sont, c'est différent. Mais du coup, moi, j'ai pris le parti, justement, il y a 4-5 ans, de justement communiquer sur Internet, pas pour me faire de la pub du tout, puisque j'avais jamais mis l'adresse de mon cabinet ou quoi que ce soit, c'était pas pour ramener du monde, mais c'était surtout pour communiquer, faire parler de notre profession, donner des conseils aux gens, des conseils de kiné, des conseils d'ostéo. Mais en fait, c'est quand même important de comprendre qu'avec cette réglementation et cette restriction en matière notamment de publicité et de communication, bah on avait, ou peut-être qu'on a encore pas vraiment le droit de faire ça. Donc en gros, les gens pouvaient tomber sur du contenu, parce qu'il faut pas se leurrer, les gens maintenant ont beaucoup le réflexe d'utiliser Internet, les recherches via Google pour trouver des réponses à leurs douleurs et leurs problèmes. En fait, ils tombaient sur des contenus de tout un tas de personnes de profils différents, mais donc jamais de professionnels de santé ou de métiers de la santé, parce que c'était interdit, quoi. Donc, Alors que c'est extrêmement contradictoire parce que c'est eux qui seraient le mieux placés pour produire du contenu qualitatif. Ouais. Voilà, c'est pour ça que moi je sais qu'il y a 4-5 ans, je me suis un peu lancé dans le truc alors que je savais que c'était pas forcément dans les clous. J'ai pas peur de le dire, hein, même maintenant et à l'époque. J'ai pris ce risque-là en considérant que si on me reprochait ça et qu'on m'interdisait ma profession, je n'étais pas certain de vouloir continuer à la pratiquer dans ces conditions. Euh, donc je trouvais ça vachement dommage. Et heureusement maintenant les choses changent. Donc finalement, pour conclure un peu là-dessus, je pense que faire de la publicité pour un cabinet précis, est-ce bien pertinent, je sais pas, mais communiquer sur ce que l'on fait, sur les activités. En fait, c'est ça, c'est une histoire aussi de vocabulaire et de restrictions. La pub, si c'est pour dire, il me semble qu'il y a eu un débat à un moment, il y a eu une histoire avec un ostéo qui avait mis des réducs là sur des séances de kiné sur Groupon, des séances d'ostéo pardon, sur Groupon. J'ai vu ça, ouais. Là, je pense pas que ça soit très pertinent et pour la profession et pour le patient et la qualité du soin. Donc voilà, il y a des petites choses qu'il doit falloir quand même surveiller, réformer. Mais c'est dommage de rester encore dans ce système qui est vraiment très, ouais, qui est complètement démodé. Et malheureusement, en tout cas, nous en kiné, on aura du mal à faire évoluer les choses, bien que, il me semble, là aussi c'est une information à vérifier, mais il me semble que les lois européennes ont évolué et que théoriquement on n'est pas censé être encore restreint dans cet aspect publicité communication, mais les différents corps de métier et les différents conseils de l'ordre, des choses comme ça, vont un peu à l'encontre
de ces réformes et de ces lois européennes. Donc je pense que ça va être amené à être modifié tôt ou tard. En tout cas pour nous, c'est vraiment une nécessité. Mais moi, je vois en ostéo, je suis pas sûr que ça soit interdit. Et pas pour autant que on constate des choses aberrantes. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien vu de catastrophique. Donc, encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très pertinent de réguler à fond un système, surtout pour finalement se priver de beaucoup de choses intéressantes et utiles, surtout pour les gens en fait. Et comment tu organises ton temps? Comment tu répartis ton temps entre tes consultations kiné, tes consultations ostéo? Tu as aussi donc toute ta communication, on va appeler ça communication sur Internet, à savoir les vidéos que tu poses sur ta chaîne YouTube. J'ai pas eu l'occasion, je crois, de regarder ton Instagram. Je sais pas si tu crées du contenu exclusif sur Instagram. Comment tu t'organises là-dedans? On va rester sur les consultations ostéo-kiné. Alors moi c'est un peu particulier parce que là j'ai changé beaucoup de choses. J'avais mon cabinet jusqu'à encore avant le confinement en fait, et j'avais décidé de fermer mon cabinet, donc je faisais kiné ostéo. Euh, donc je séparais les deux activités, mais je les pratiquais toutes les deux et j'avais décidé de stopper parce que je ne voulais plus faire de kinésithérapie. En tout cas, je voulais plus être conventionné, dépendant du système de la sécurité sociale. Donc j'avais fait le choix de fermer. Ensuite, il y a eu le confinement. Je voulais à la base plutôt m'orienter vers une activité ostéo unique, plus l'activité en ligne que j'ai et la création de contenu. Et puis entre-temps, j'ai déménagé, avec ma compagne, on a déménagé au début de l'été. Donc finalement, là actuellement, j'ai plus de cabinet. Voilà, dans ma démarche, je m'organise normalement j'essaie de jongler entre l'activité libérale. Donc maintenant, ça sera uniquement l'ostéopathie. Ça c'est en tout cas toujours clair dans ma tête. Et puis par contre, je consacre de plus en plus de temps à l'activité en ligne parce que je me rends compte que ça a aussi de l'intérêt, parce que j'aime ça, et puis parce que j'essaie de créer du contenu justement pour que les gens, quand ils recherchent quelque chose sur Internet ou sur YouTube, en l'occurrence, parce que les gens utilisent beaucoup maintenant YouTube pour ça, ils puissent trouver du contenu fait par un professionnel de santé et non pas par, j'ai rien contre ça, mais par un journaliste qui a juste trouvé des éléments à droite à gauche et les a copiés. Parfois les articles sont de très bonne qualité, mais du coup nous ce qu'on sait faire on ne le met jamais en avant. Donc moi ce que je veux et ce que j'essaie de faire au travers de mon activité en ligne, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de réussir à ce que les gens trouvent ces informations, donc adapter le contenu sans pour autant en faire un contenu qui soit pas qualitatif et qui soit pas qui ne contienne pas les éléments que nous on connaît et qu'on utilise dans les différentes prises en charge en kiné ou en ostéo. Et pour répondre à la première question que tu m'avais demandé, c'est aussi pour ça que je ne suis pas actif sur Instagram, parce que j'ai pas assez de temps. Parce que Instagram, ça c'est un choix personnel, mais Instagram ça ne reste pas. Les posts sont pas, il n'y a pas de vrai moteur de recherche. Les gens n'ont pas le réflexe de chercher sur Instagram, enfin encore pas tant que ça. N'ont pas le réflexe de rechercher sur Instagram comment soigner mon mal de dos ou les choses comme ça. Moi, ce que je veux, c'est répondre à vraiment un besoin. Et sur Instagram, j'arrive pas à aborder les sujets de la même façon. J'arrive pas à avoir un travail de la même qualité. Après, voilà, c'est un support qui me convient pas. Et je trouve que ce qui est important, c'est de choisir les informations que l'on a. Et sur Instagram, malheureusement, souvent, on est passif dans l'utilisation. C'est pas du tout ça va pas dans le sens de ce que moi je communique et l'utilité, enfin et le pourquoi je fais cette activité en ligne. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai choisi d'avoir un site internet avec des articles écrits qui sont écrits par moi et personne d'autre, et un contenu YouTube visuel pour les choses qui sont plus visuelles, notamment les exercices, parce que c'est difficile de les décrire uniquement via un article. Et je comprends tout à fait. D'ailleurs, ça répond à l'une de mes prochaines questions que j'avais, c'était à savoir pourquoi tu continues à créer des articles en parallèle, tout aussi complets que les vidéos que tu tournais. Parce que
j'ai vu que tu continues à produire de la vidéo sur YouTube et des articles également. Et en fait, c'est ta stratégie, c'est ta méthode, c'est ta stratégie de créer du contenu qui dure, qui va se référencer, qui va se positionner sur Google et YouTube, sachant que YouTube appartient à Google. Donc tout ça est clair, effectivement, les réseaux sociaux comme on l'entend, à savoir Instagram, Facebook, sont là pour créer du contenu qui va être éphémère, comme on dit, et ça te sert, ça ne servirait pas trop ton objectif. Donc derrière, tu as des programmes en ligne, comment tu appelles ça, hein, des formations, des plans? Des programmes, ouais, des programmes en ligne. Ça peut être des programmes d'exercice. Il y a quelques programmes un peu de formation, mais c'est une formation grand public. Mais ouais, c'est des programmes. Ok. Bon, on va tourner la page un petit peu pro. J'ai juste quelques questions pour le grand public, justement. Enfin, le grand public. Tout ce qu'on a dit est pour tout le monde, hein, aussi. Hein. Mais quels sont pour toi les plus grands mythes sur le sport et la santé? Alors, je sais que c'est une question un petit peu brute, comme ça, un petit peu vague. Mais qu'est-ce que tu entends ou que tu as entendu encore récemment en cabinet sur des espèces de clichés que tu en as un petit peu marre d'entendre? Pour te guider un petit peu, moi j'en ai un en tête là, qui est à savoir l'arthrose, et puis tu en avais fait un article aussi, c'est pour ça que je me l'étais noté. L'arthrose, dès que tu as de l'arthrose, c'est parce que tu as le cartilage qui se détruit, donc il faut arrêter de courir parce que courir ça met trop de sollicitations sur le genou, admettons, et puis ça provoque de l'arthrose. Est-ce qu'il y a des grands trucs comme ça, des grands mythes que tu as envie de combattre? Ouais, il y en a beaucoup, je pense. On est bourré de mythes et de fausses croyances, en fait. Et on s'en rend compte surtout quand on essaie de regarder un petit peu les données, les différentes recherches et ce qui ressort de la littérature. Souvent, en fait, on se dit ah oui, d'accord. Effectivement, c'est pas forcément vrai. Après, en termes donc je suis d'accord avec toi par rapport à l'arthrose, mais là, il y en aurait plein à citer au niveau de l'arthrose. Euh, Ce qui me vient aussi à l'esprit, c'est en sport, on parle beaucoup et quasiment tout le temps des différentes techniques ou appareils ou outils pour éventuellement améliorer la performance. Et en fait, tout cet aspect, que ça soit amélioration de la performance, entraînement, récupération, prévention des blessures, euh, je- tout le temps, on s'intéresse à des détails. Euh, et rarement à ce qui fonctionne vraiment, à ce qui est commun à tout ça, c'est-à-dire le mode de vie au quotidien, quoi. Et je trouve que c'est quelque chose qui est encore trop ancré dans la tête des gens et du grand public, c'est de considérer que en achetant tel appareil, je sais pas moi, un appareil d'électrothérapie, bah je vais pouvoir prendre de la force de ma cuisse, et donc du coup je vais peut-être soigner mon problème de genou grâce à ça parce que il y a un programme spécifique de renforcement, etc. Ça fait rien, très peu de résultats, c'est anecdotique, ça ne remplace pas les vraies choses du quotidien en fait, hein, et qui sont jamais trop communiquées parce que c'est pas très vendeur, hein. On peut pas vendre un appareil en disant aux gens bah il faut que vous alliez marcher tous les jours, ou il faut dormir suffisamment pour que le corps récupère correctement, que le système immunitaire fonctionne normalement, qu'il y ait moins d'inflammation chronique, enfin bref, tout un tas de choses. Donc j'ai pas un truc qui me vient en tête, mais plus un truc global sur cet aspect. Voilà, il faut juste comprendre qu'il faut d'abord s'intéresser aux bases avant de s'intéresser aux petits détails, aux petites choses, que ce soit les suppléments, les compléments alimentaires, toutes ces petites choses-là, en fait, on en entend beaucoup parler, on en parle beaucoup, les gens en parlent beaucoup, et en fait, on devrait en parler très peu, voire pas, que dans des cas où effectivement on a parlé des vraies choses qui fonctionnent avant et qu'on a fait le tour, et qu'on a fait le tour de la question et qu'on sait que tout est réglé à ce niveau-là. Et ce qui est marrant, c'est que globalement, j'ai quand même l'impression que les gens ont une idée assez, assez claire de comment faire pour être en bonne santé. Je ne pense pas apprendre grand-chose quand je dis que faire de l'activité physique, manger sainement, bien se reposer, éviter le stress, je veux dire, j'ai rien réinventé là. Il y a personne qui va écouter ça et qui va se dire oh putain, ça, il a donné le secret, je le savais pas, c'est incroyable. Tout le monde sait quoi faire, plus ou moins, avec plus ou moins de détails, mais
Généralement, on sait tous quoi faire pour être en bonne santé, hein. Faire du sport, bien manger, une bonne santé mentale, psychologique, se sentir bien entouré, etc. etc. Mais si on reste uniquement sur la santé physique, on va pas parler de santé psychologique, mais faire de l'activité, bien manger, se reposer, éviter le stress. On sait tous ce qu'il faut faire, mais au final, il n'y a pas beaucoup de monde qui le fait, il n'y a pas beaucoup de monde qui y arrive, qui tiennent leur engagement. Comment ça se fait, selon toi? Bah, en fait, parce que ce sont des choses en fait, on sait globalement ce qu'il faut faire, mais concrètement, il y a très peu de personnes qui vont rentrer dans les détails et qui vont donner vraiment des choses soit pratiques, soit concrètes pour appliquer ces choses-là, pour vraiment que ça soit finalement efficace. Et ça reste flou en fait. Dire bah, il faut que je mange sainement, concrètement c'est quoi? Il y a peu de gens finalement par contre concrètement qui savent vraiment en quoi ça consiste. Faire de l'activité physique, on dit toujours qu'il faut faire de l'activité physique régulière, mais on va pas forcément dire aux gens quoi. Et si on s'intéresse aux recommandations officielles qui sont données notamment par le ministère de la Santé, je crois que c'est l'ANSES qui fait beaucoup de travail là-dessus. Franchement, ça c'est dommage justement. Je sais pas pourquoi c'est très peu relayé. Malheureusement, ils ont pas assez de place, ils ont pas une bonne communication, etc. Mais ils ont des super recommandations qui sont justement plus faciles à mettre en place. C'est-à-dire que quand on dit aux gens il faut bouger quotidiennement, eux ils vont pouvoir dire bah voilà, par rapport aux études, on sait qu'il faut faire tant de minutes à telle intensité, de tel type d'activité, que à tel âge il vaudrait mieux en plus ajouter un travail de renforcement musculaire, tel type de renforcement musculaire. Bref, toutes ces choses concrètes, là, ça devient intéressant parce que la personne peut l'appliquer. Je sais que moi, j'essaie aussi beaucoup au travers de mon activité et aussi dans les livres que j'ai écrits de mettre ça en avant et d'aller concrètement dans le vrai conseil et des détails. C'est un exemple que je dis souvent, c'est quand on va voir un médecin ou un professionnel de santé et qu'on a allez, des douleurs ou des problèmes de dos. Le professionnel de santé va peut-être pouvoir parfois dire bah, ça serait bien que vous perdiez du poids. Bah, c'est bien de le dire. On sait que c'est sûrement peut-être l'intervention la plus efficace pour diminuer une douleur de dos si la personne est en surpoids ou obèse. Mais concrètement, par où il commence, par où et ça, il y a aucun professionnel formé pour répondre à ses besoins. Donc, je pense qu'on a un manque finalement. On a un manque là-dessus. Il faudra avoir un métier un peu un coach santé, quelqu'un qui soit en mesure d'intervenir sur le mode de vie, puisqu'on sait que c'est vraiment une des clés de la santé. Et puis aussi, malheureusement, et ça va être difficile à faire bouger, mais c'est pas très vendeur parce que souvent on n'a rien à vendre. En tout cas, c'est du service, mais concrètement, se greffer là-dessus pour vendre un produit et faire beaucoup d'argent, c'est pas facile. Donc, je pense que ça attire aussi moins, et c'est pour ça qu'on communique moins là-dessus. Mm. Eh ben ouais, tu as tout dit. J'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. Je suis d'accord à 100% avec tout ça. Est-ce que tu recommandes un sport en particulier, mis à part le fait que chacun doit trouver bon, ça c'est ce que je dis moi souvent, hein, chacun doit trouver le sport qui lui plaît, ça sert à rien enfin, ça sert à rien. Se forcer à faire quelque chose qu'on n'aime pas, ça ne fonctionnera pas au long terme. Mais malgré tout, est-ce que tu as remarqué des sports qui étaient bénéfiques pour la santé, pour la longévité, plus que d'autres? Ouais, c'est difficile de répondre parce que c'est très dépendant, enfin c'est très différent d'un individu à l'autre. Après, en fonction des âges aussi, ça dépend beaucoup. Globalement, on a tendance à, encore maintenant, si on regarde par rapport aux données de la littérature, on a quand même tendance à orienter les gens en premier vers des activités cardiovasculaires. Euh, donc ça va être des activités cardiovasculaires qui se doivent d'être peu ou pas traumatisantes pour la plupart des gens. Donc je dis donc pour commencer, c'est très bien de faire de la marche rapide. Malheureusement, très peu de personnes le font. Soit ils vont marcher très doucement et là ça c'est déjà bien, mais bon ça reste pas de l'activité physique. C'est de la marche rapide qu'il faut faire. Après, tout ce qui est natation, vélo, peu importe, effectivement, comme tu dis, l'important c'est de trouver ce qui est le plus simple au quotidien, ce qui peut être pratiqué le plus souvent et ce qui donne
qui procure le plus de plaisir, on va dire. Après, la course à pied, c'est aussi très utile et très conseillé pour la santé, mais il faut que ça intervienne au bon moment, avec le bon parcours, en faisant évoluer les contraintes, notamment sur les articulations, etc. C'est une progression. Par contre, c'est vrai que la course à pied, en termes de longévité, en termes d'effets sur la santé du système cardiovasculaire, c'est vraiment énorme. Globalement, les activités cardiovasculaires, c'est bien parce que ça active la circulation sanguine sur une durée et sur un temps imparti relativement prolongé et long, c'est ce qui est intéressant aussi. Après, il y a aussi beaucoup d'intérêt de pratiquer des activités de renforcement musculaire. Donc, pour simplifier les choses, je pense que les gens, c'est très bien qu'ils s'orientent déjà vers un sport, point barre. Il faut en faire le plus régulièrement possible. Il vaut mieux en faire 20-30 minutes tous les jours que 2 fois 2 heures à la limite, probablement. Il faut bouger régulièrement, il faut trouver ce qu'on aime. Et après, il faut essayer de trouver un truc qui soit quand même assez complet, donc avoir à la fois un aspect cardiovasculaire, à la fois un aspect un peu renforcement, idéalement. Voilà. Après, la muscu, c'est aussi une activité très très recommandée. Hein. Justement, j'allais te demander ton avis là-dessus. Ouais, il y a très peu de sports finalement qui sont pas conseillés, hein, parce qu'à partir du moment où la personne bouge, c'est très bien. Après, on peut se poser la question sur certaines activités très spécifiques, les sports de combat avec je n'ai plus le terme français. Les concussions, non, je sais plus. Enfin, les chocs répétés au niveau de la tête, les différents traumatismes. Là, ça devient quelque chose de dangereux. Le rugby également. Il y a quand même des activités où il faut faire attention. Il y a un certain risque. Mais autrement, en dehors de ce genre de choses, tous les sports sont conseillés, quoi. C'est un peu comme la pétanque aussi, il y a un certain risque. Exactement, et je pense qu'il faut faire attention, et je ne recommanderais pas cette activité, notamment pour l'apéro d'après-activité ou pendant l'activité. Moi, je recommande pas cette activité si le but est une dépense calorique accrue. Bon, c'est parfait. J'ai vu que tu avais sorti un livre également. Je voulais savoir pourquoi un livre en plus de tout ce qu'on peut retrouver sur ta chaîne YouTube. Il y a une raison particulière? Bah à la base, en fait, ce qui m'intéressait au tout début, c'était d'écrire. C'est comme ça que j'ai commencé un peu mon activité en dehors de ma profession dans un cabinet. Je m'étais lancé dans l'écriture surtout. C'est aussi pour ça d'ailleurs, pour rebondir à quelque chose que tu disais précédemment, je continue à avoir un site internet parce que j'aime ça, j'ai besoin d'écrire. Et souvent, je travaille sur d'abord du contenu écrit avant de faire mes vidéos, par exemple, parce que c'est ce qui m'aide aussi à faire un travail de recherche, à synthétiser et essayer de voir ce qui est vrai ou ne l'est pas sur un sujet précis, parce que j'essaie pas forcément de donner mon avis. Souvent, je donne pas mon avis, je regarde ce qui ressort, notamment des études. J'essaie au maximum d'être le plus objectif possible, même si forcément on a toujours tendance à apporter un petit peu sa petite touche personnelle. J'ai voulu écrire un livre, c'est parce que c'est aussi le moyen de regrouper les différents conseils, les structurer et permettre aux gens d'avoir une démarche, une logique, une approche différente, avoir quelque chose de plus complet en fait. L'avantage d'un livre aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'informations dedans et ça laisse l'opportunité au lecteur de se faire sa propre opinion, de parcourir les différentes informations, de se les approprier. Et puis aussi un livre, on peut rentrer vraiment dans les détails, on peut aller chercher plus loin dans le raisonnement, on peut faire plus de choses finalement. Donc oui, la lecture se perd un petit peu. Les gens ont plus de difficultés à lire, et ils ont aussi moins de temps pour cela. Mais malgré tout, moi j'aime bien utiliser ce support parce que je trouve que quand on écrit un livre, on est obligé d'avoir un gros travail de recherche, de réflexion, prendre du recul aussi sur ce qu'on fait et ce qu'on va mettre en avant, et puis un gros travail de recherche sur ce que éventuellement le livre peut apporter au lecteur et à une personne. Et tout ça, je le retrouve pas forcément dans les autres activités qu'on peut avoir, que ce soit conception de vidéos ou écriture d'articles.
parce que ça doit être faut que ça soit un petit peu plus court, il faut que ça réponde vraiment plus strictement aux besoins de la personne, sinon malheureusement la personne va vite changer de appuyer sur next. Donc voilà, pour moi c'est vraiment par envie, par passion, et vraiment plus moi perso ça m'apporte beaucoup. C'est aussi pour ça que j'avais écrit un livre, et puis ça permettait donc de donner vraiment une approche, une vision plus concrète de ce qu'était aussi la bonne santé, donner les vrais conseils pratiques et avoir vraiment tout au sein d'un même ouvrage pour que la personne ensuite puisse l'utiliser au quotidien et avoir une structure, une certaine logique et un programme à suivre en quelque sorte, quoi. Est-ce que tu as des projets excitants à venir là, dans le peut-être fin d'année ou l'année prochaine, des trucs que tu mets en place? J'ai rarement des projets en fait. Enfin, j'en ai, mais j'ai très peu de recul sur mes projets. Je les fais pas en avant. Disons que j'aime pas prévoir des choses sur le trop long terme parce que c'est un choix perso, mais je trouve que l'avantage de pas trop se fixer de projet sur du trop long terme, ça permet d'avoir beaucoup de liberté au quotidien, et du coup j'ai tendance à orienter mes projets ou le travail que je fais à tel ou tel moment un peu en fonction de la dernière chose que j'ai lue, de certaines études qui sont parues récemment et qui ont un intérêt, des podcasts que j'écoute. Et en fait, je m'oriente un peu là-dessus. Puis aussi, je regarde le retour des gens qui éventuellement me suivent, ou les demandes des gens sur les différents moteurs de recherche, des choses comme ça. Donc finalement, j'ai pas trop de projets. Après, j'ai toujours un petit truc en tête. J'ai deux choses en tête. Peut-être, mais je suis pas sûr de le faire parce que par manque de temps, peut-être faire un podcast tôt ou tard, mais je ne suis pas certain de pouvoir avoir suffisamment de temps pour en faire quelque chose d'assez qualitatif. Je pense écrire un autre livre quand, je sais pas encore, mais ça c'est un truc qui me plaît, je sais que je le ferai, peut-être sur regrouper un peu plus ou moins une base de données d'exercices qui pourrait être utilisée par les gens, notamment en fonction des différentes pathologies. C'est-à-dire prendre chaque patho et puis essayer d'analyser un petit peu ce qui semble être utile, pas utile, faire un petit peu une revue de ce genre de choses pour que les gens en fait ils aient un peu au quotidien, une bible c'est pas le bon mot, mais un manuel avec lequel ils peuvent se référencer pour éventuellement avoir les bons réflexes, pour soulager leur douleur ou leur petit pépin, sans pour autant passer par de l'automédication, n'importe quoi, essayer vraiment de les mettre dans l'action plus que dans la passivité pour prendre leur santé en main, quoi. Ok, bon, bah, ça fait des trucs intéressants. Moi, ça m'intéresserait. Et je t'encourage évidemment à faire un podcast. C'est super marrant, tu vois. C'est super drôle. Et comparativement à ce à YouTube et à ce qu'on pourrait penser, ça prend du temps au début. Comme toute chose, comme toute nouvelle chose, il y a toujours beaucoup de friction. Donc, il va falloir rechercher, il va falloir tester, il va falloir faire des trucs. Mais c'est un des canaux de communication qui, je trouve, prend le moins de temps et le moins chiant à faire, quoi. Ouais, je comprends. Ouais. Et après, ce qui m'intéresse aussi là-dessus, c'est que je trouve que c'est un super moyen de communiquer des informations et de donner des informations aux gens. C'est vraiment quelque chose qui est top, quoi. Et quand je vois un peu, parce que moi j'écoute beaucoup de podcasts, surtout dans les pays anglo-saxons, quand je vois comment ça évolue là-bas et la qualité du contenu qu'on peut retrouver, quel que soit le domaine d'ailleurs, la possibilité et l'opportunité d'interviewer et du coup de mettre en avant et à dispo le travail de quelqu'un qui est qui exerce un métier bien spécifique, un expert dans son domaine, ça c'est des choses qu'on peut pas retrouver même à la télé où ces gens-là vont être interviewés 2 minutes. Là, on peut rentrer vraiment dans les profondeurs du sujet, aller vraiment loin dans cet aspect-là, et je trouve que c'est des mines d'or. C'est pour ça que j'aimerais bien, moi qui suis un gros consommateur de podcasts, j'aimerais bien m'y mettre, mais ouais, après malgré tout, ça prend du temps, et je pense que, comme tu dis, ouais, Hmm. je me Ça mets prend un peu peut-être de temps au début, ouais.
Mais après, c'est aussi cet aspect, voilà, faut trouver les bonnes personnes. Et, j'avoue que j'ai pas trop, j'ai des difficultés à trouver. Alors c'est parce que je connais pas et que je cherche pas, mais à trouver éventuellement les bons intervenants qui pourraient me correspondre chez les francophones, parce que j'écoute pas le contenu trop des podcasts francophones et du coup j'ai du mal à trouver éventuellement des gens vers qui je pourrais m'orienter. Donc je me dis que ce serait un travail énorme en termes de recherche pour moi et voilà quoi. Mais je trouve que faut faire gaffe aussi à pas trop s'éparpiller. Tu vois, toi tu fais ton podcast, tu le fais très bien avec conviction et c'est aussi une histoire d'énergie. Tu mets une certaine énergie dedans qui fait que ça peut rendre le podcast intéressant, et à l'inverse, si moi je me disperse un peu trop, forcément je pense que je vais faire les choses moins bien à droite à gauche, et puis j'ai pas non plus envie de que ça se termine comme ça. Donc on verra, mais chaque chose dans son temps, on va dire quoi. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est vrai que moi, c'est mon canal de communication. C'est ce que j'aime faire. C'est ce que je fais. Je fais pas de vidéos YouTube. J'ai écrit des articles à un moment donné, mais ça a été pour mon compte propre. Enfin, mon compte propre, mon site perso, en fait. Ça n'a pas été dans le contexte biomécanique, on va dire. Donc effectivement, s'éparpiller, peut-être que c'est pas la meilleure chose. Moi, ça m'a pris du temps beaucoup au début, parce qu'il fallait mettre en place tout le process, il fallait voir pour les montages, il fallait apprendre tout, quoi. Et aujourd'hui, ça me prend que dalle. En termes de réalisation, là, ça me prend le temps d'une discussion. Après, ça va me prendre peut-être même pas une heure, le temps parce qu'il n'y a plus de montage, il n'y a plus rien, j'ai une introduction, donc la mise en ligne des épisodes, la programmation, les notes, tout ça est programmé, tout ça est bien procéduré. Et après, effectivement, ça va être ce qui va demander et encore, pour moi, c'est pas du travail, c'est le contact d'invités, la communication avec les invités, programmer le truc, mais encore que, tu as vu que ça va quand même assez vite, parce que quand l'invité que je souhaite avoir accepte l'invitation, ou des fois quand j'ai des recommandations et que je discute et que la personne veut passer sur le podcast, il suffit que je lui envoie un lien de mon planning où c'est que j'ai des horaires disponibles pour enregistrer, et tu vois, ça s'est fait assez rapidement, donc ça prend pas beaucoup de temps, mais en fait c'est toute cette mise en place demande un certain effort. À partir d'un moment, ça va. Et aujourd'hui, je t'avoue que tout ce qui est recherche d'invités, on va dire la veille plus ou moins, c'est un truc que je fais. Pour moi, c'est pas du travail. C'est que je vais regarder 2-3 vidéos, je vais traîner sur ce truc, je vais entendre parler de telle personne, etc., etc. Je me note les invités. Et en fait, j'ai pas l'impression de passer du temps à rechercher des intervenants ou à rechercher des invités. C'est des choses qui se font naturellement par rapport à ce que je consulte. Et effectivement, aujourd'hui, le podcast me prend, je sais pas moi, j'essaie d'enregistrer des épisodes sur un laps de temps assez court pour ensuite pouvoir les programmer, me donner du temps pour d'autres choses, mais ça me prend plus du tout de temps, quoi. C'est-à-dire que l'épisode par semaine, un épisode par semaine qui avant me semblait faramineux, aujourd'hui, alors je vais pas le faire, mais je suis presque en train de me poser la question si je pourrais pas en faire 2 par semaine, tu vois. Ouais, Non, ça me prend plus de temps. ouais, parce que oui, c'est comme tout, une fois qu'on a l'habitude, il y a beaucoup de choses qui se font presque naturellement sans qu'on y ait trop besoin d'y penser. Et c'est clair que c'est quand même plus pratique, mais t'as bien raison de t'investir là-dedans, parce que je trouve que le podcast c'est vraiment quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose d'avenir, et c'est un excellent support de communication, et surtout c'est top parce qu'on peut pas faire un podcast sans donner une certaine qualité de contenu, quoi. Parler de la pluie et du beau temps, je pense pas qu'il y ait grand monde qui vont écouter, et c'est cool parce que à l'ère où les réseaux sociaux prennent de l'ampleur, alors je suis pas du tout anti réseaux sociaux, mais à l'heure où ils prennent beaucoup d'ampleur et on est dans vraiment voilà, les gens on leur bouffe leur temps de concentration, on leur impose des informations qu'ils veulent pas forcément, tout est aléatoire, il y a plus trop de choix là-dedans, et on perd beaucoup en qualité, et je trouve que c'est important d'apprendre dans son quotidien, quel que soit le domaine d'ailleurs. Et l'avantage du podcast, c'est que comme ça se développe beaucoup, quel que soit le centre de l'intérêt de la personne, ils peuvent assez facilement trouver quelque chose de top, encore une fois, avec des gens très calés dans le domaine.
Ça, c'est génial. J'ai l'impression que les podcasts, c'est des écoles grandeur nature, c'est aussi des écoles de la vie, parce qu'on apprend sur les gens en général. C'est pas forcément que des trucs très carrés ou très scientifiques ou très médicaux. Bref, ouais, moi je suis vraiment fan et je trouve que c'est bien qu'il y ait des gens comme toi ou autres, enfin ou d'autres, hein, qui en tout cas le font, parce que en France ça manque encore un petit peu, je trouve, et de plus en plus ça se développe et la qualité est de plus en plus présente, donc ça c'est cool, quoi. Alexandre, pour finir, on va pouvoir passer sur les 3 petites questions rapides de fin. Si on pouvait revenir 10 ans en arrière, quel est le meilleur conseil que tu aurais besoin d'entendre? C'est pas facile, ça. Ça, c'est le genre de question que je redoute à chaque fois. Euh, Je suis désolé. je pense je pense qu'il faut jamais penser détenir la vérité, et il faut toujours remettre en question ce qu'on pense, ce qu'on a en tête, les différentes convictions, même ses connaissances en général. Ça, c'est quelque chose qui, selon moi, est utile. Et si j'avais pu l'apprendre plus tôt, ça aurait été encore mieux, quoi. Deuxième question, est-ce qu'il y a eu un modèle ou un mentor qu'il est encore aujourd'hui pour toi? Si je m'intéresse uniquement à mon métier, ma pratique, ouais, j'ai eu mon collègue et ami Damien, avec qui j'ai travaillé longtemps à Bordeaux, qui m'a énormément aidé de par sa façon de travailler, de par sa, sa philosophie, sa vie en général, tout un tas de choses. Je pense que lui aussi est kinostéo d'ailleurs, et je pense que pour ça je lui dois beaucoup, parce que ça m'a énormément aidé, notamment parce que aussi c'était une période où je sortais des études, et c'était vraiment le meilleur moment pour moi d'avoir quelqu'un comme lui au quotidien, même au boulot, puisque je travaillais avec lui, et c'était vraiment top là-dessus. Ouais. Dernière question, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué et que tu as envie de recommander? C'est pas facile parce que je lis que des livres en anglais. Alors c'est pareil, ça m'ennuie un petit peu parce que du coup je peux pas trop les conseiller. La plupart sont pas traduits. Après, si j'ai réfléchi à des livres en français, bah, il y a du coup c'est des livres que j'ai lus il y a longtemps, à une époque où je m'intéressais plus au développement personnel, et il y a un livre qui m'a marqué et qui m'a beaucoup aidé, notamment pour mieux comprendre les gens, et puis pour améliorer aussi ma façon de communiquer, mon écoute aussi. C'est Est-ce un que livre, tu vas nous parler de Dale Carnegie? c'est Comment se faire des amis. Je l'ai senti arriver. Je l'ai How to Make Friends and Influence People en anglais. Voilà. Et celui-là, c'est vrai que je le recommande parce que je trouve qu'il il est vraiment top. Il est vraiment intéressant. Après, il y a d'autres livres qui sont très intéressants. Le pouvoir du moment présent, j'avais bien aimé aussi, apprendre avec un peu de recul. Mais c'est vrai que ouais, Comment se faire des amis, j'ai trouvé ça top parce que c'est pas facile, je trouve, de communiquer, d'écouter et de se faire aussi comprendre. Et il y a beaucoup d'outils dans ce livre. C'est pas un manuel de manipulation, hein, si on l'utilise intelligemment. Au contraire, ça aide l'interlocuteur, et ça aide aussi. Enfin, ça bénéficie à tout le monde, hein, je pense. Ouais, c'est un super livre que je recommande aussi. Je l'ai lu il y a 2 ans, 2 ans et demi, quelque chose comme ça. Le titre racoleur, Comment se faire des amis. À la limite, le titre anglais, Comment se faire des amis et influencer les autres. Ouais, bon, il est pas terrible non plus, tu me diras. Mais comment se faire des amis tout court, on pense de suite à t'as pas d'amis, va te faire des amis. Alors que ça va bien au-delà de ça. Ouais, C'est ça de n'a la rien à voir. communication. Ouais. C'est comment se faire. Et tu l'as dit, ça profite à tout le monde, à ton interlocuteur et à toi-même. Donc Dale Carnegie, je sais pas comment ça se prononce. C'est ça. Parfait, j'ai noté ça, je le mettrai dans les notes de l'épisode pour ceux qui veulent aller voir. Il y aura la référence. Comment les gens peuvent te retrouver? Alors, ta chaîne YouTube, ton site internet, quels sont les noms, le nom de ta chaîne, le nom de ton site? Donc la chaîne YouTube, c'est à mon nom, donc Alexandre Offray, A-U-2-F-R-E-T. Et mon site internet, c'est tout pour ma santé, attaché sans accent.fr. Voilà, c'est les deux moyens de pouvoir suivre ce que je fais et puis de pouvoir regarder mon contenu. J'ai un compte Instagram, mais je l'utilise pas et je réponds pas non plus. Facebook, j'ai une page, mais pareil,
Donc c'est uniquement via le site internet, formulaire de contact éventuellement pour m'envoyer un message, et sur YouTube. Ok, bah parfait. De toute façon, les deux liens seront aussi en description. Il n'y aura plus qu'à cliquer dessus pour retrouver, pour aller s'abonner à ta chaîne. Bon, ça m'a fait plaisir de discuter avec toi. C'était enrichissant. Une discussion un petit peu moins orientée sport, un peu moins orientée performance. Mais depuis le temps que je voulais parler de kiné, ostéo, les différences, et essayer de faire un gros résumé sur tout ça. J'espère qu'aujourd'hui on a été à la hauteur de ce résumé-là. Est-ce que tu aurais un dernier mot à faire passer, un message que tu veux faire passer ou quelque chose à rajouter? Pour revenir à ce que tu viens de dire par rapport à la kiné, l'ostéo, je suis pas certain qu'on ait réussi à vraiment trop éclaircir les choses, mais finalement, Mais on a apporté quand même beaucoup de réponses justement par rapport à ça. En définitive, ça sert à rien de s'intéresser vraiment aux différences des deux métiers, hein. Il faut essayer surtout d'utiliser les deux à bon escient. Et je pense que j'invite les gens en général, les patients, à s'ouvrir aux deux disciplines et à essayer de voir quelles sont les disciplines qui peuvent être les plus intéressantes pour eux. C'est surtout ça, hein, ce qui est important. Donc, je pense que la meilleure des choses, la chose la plus utile, c'est de tester tout simplement. Donc, je pense que ceux qui se posent encore la question, c'est quoi la différence kiné, ostéo, et qu'est-ce qui pourrait être le plus utile pour moi, bah, tester, aller consulter. Aller voir les deux professions, voir comment ça fonctionne, ce que ça peut vous apporter, parce que ne pas le faire, c'est probablement se priver de choses très utiles, très pertinentes. Donc voilà, plutôt que de s'intéresser aux différences, comme c'est le cas pour souvent d'ailleurs, on se pose cette question, et ben finalement, vaut mieux essayer d'aller tout de suite sur le terrain, essayer d'observer vraiment en quoi consistent ces deux métiers, et puis surtout ne pas se fermer à une profession ou l'autre. Et ça c'est important. Je trouve que c'est le dernier message, ouais, c'est ça, c'est de se dire que même nous, de notre côté, parce que c'est pas forcément le cas des patients, mais nous de notre côté, les kinés, faut qu'ils soient absolument ouverts aux différentes disciplines, et au même titre que les ostéos, et pas créer une certaine rivalité, hein, qui existe parfois entre les professions, qui sert à rien, ni pour la profession, ni pour les praticiens, ni pour les patients. Donc voilà, essayer de trouver vraiment un bon compromis pour pouvoir travailler tous ensemble et s'apporter et s'enrichir mutuellement les uns les autres, quoi. Ça fait un peu cliché ce que je viens de dire, mais bon, finalement c'est vrai. non, c'est bon, ça me va entièrement. C'est une très bonne conclusion dans l'ensemble. Donc, je plus sois, comme on dit. Merci Alexandre d'être venu, d'être passé sur le podcast. Je te dis à très vite, j'espère. Bah, merci à toi Jérôme de m'avoir contacté, et puis c'était un